toutes et à tous. Donc, je suis heureux de venir animer ce café philo sur un sujet d'actualité, on peut dire, oui, d'actualité. La relation à l'autre dans le couple. Alors, les philosophes ont beaucoup travaillé le rapport à l'altérité, mais pas particulièrement, disons, dans le couple. Et donc, bon, c'est quelque chose aussi un petit peu, donc ces débats assez nouveaux, disons, dans l'histoire de la philo. Alors, je reconnais un certain nombre de gens qui sont habitués donc, au café philo que nous animons à la médiathèque. Peut-être qu'il y en a donc, qui ne connaissent pas encore un petit peu la règle du jeu. En tout cas, avec moi, je m'appelle donc Michel Touzy, j'anime le café philo de Narbonne depuis une vingtaine d'années. Je crois que c'est la 20e année cette année. Voilà, et donc depuis 4 ou 5 ans, donc je viens ici. Alors, je commence par faire donc une introduction pour planter un petit peu donc, le décor, donner quelques éléments et fournir quelques pistes de réflexion. Et à partir de là, commence un débat dans la salle avec moi, mais aussi un débat entre vous. Et là, il y aura donc un micro qui circulera dès que j'aurai terminé dans mon introduction. Et ce qui est intéressant, c'est que précisément, l'interactivité dans le café philo, ce n'est pas une conférence débat où on pose des questions à la personne, mais c'est une introduction suivie d'un échange interactif donc entre participants. C'est ça l'esprit, si vous voulez, donc, du café philo. Voilà. Donc j'en arrive peut-être, si vous voulez, donc, à mon introduction. Alors, oui, comme je vous le disais, la question de l'altérité et du rapport à l'autre, c'est une question très, très intéressante et depuis l'origine, dans l'histoire, disons, de la philosophie, c'est ce qu'on appelle l'altérité, la question du rapport à autrui. Mais en fait, l'idée de ce rapport à autrui, disons, dans le couple, a été vraiment, à ma connaissance en tout cas, très peu investiguée, disons, dans l'histoire de la philosophie. Il est vrai peut-être que le couple, c'est quelque chose, même le mot, la façon d'en parler, si vous voulez, donc, c'est assez récent. Parce que jusqu'à il y a peu, donc disons une trentaine, une cinquantaine d'années, on parlait essentiellement du mariage donc, et de la famille. Donc le mariage, c'était l'union soit religieuse, soit civile, si vous voulez, donc entre deux personnes. Et la famille, c'était ces deux personnes qui deviennent parents lorsqu'ils ont des enfants, et on appelle ça une famille, si vous voulez. Donc la problématique du mariage et de la famille a énormément évolué donc, ces 30 à 40 donc, dernières années. Et précisément, je me suis appuyé sur le Sciences humaines du mois de décembre pour avoir un certain nombre, disons, de statistiques parce que le dossier donc, de Sciences humaines, c'est le couple. Il s'intitule d'ailleurs « Faire un couple ». C'est que maintenant l'expression, c'est comment peut-on faire société, comment peut-on faire un couple. Voilà. Donc, je vais vous donner, c'est Canguilhem qui disait que la philosophie se nourrit en permanence de son autre, et c'est intéressant pour une réflexion philosophique de partir peut-être des travaux des sciences humaines et sociales sur la question que nous abordons ce soir. Donc, une fois n'est pas coutume, c'est extrêmement rare que j'utilise un papier, mais là, les chiffres, voilà. Donc, je poserai la question au départ un petit peu comme ça, si vous voulez. Le couple est-il en crise ? Le couple est-il en crise aujourd'hui ? Alors, premier constat, on se marie moins, et même beaucoup moins. Par exemple, en 1970, il y avait 400 000 mariages et 241 000 en 2014. C'est presque... Alors que la population a cru pendant 40 ans, quoi. Eh bien, il y a presque la moitié de mariages que dans les années 1970. En 1970, 92% des femmes de plus de 40 ans sont mariées. Elles ne sont plus que 66% en 2010. Donc pour les hommes, c'est 84% en 1970 et 60% en 2010. Et en fait, un mariage sur 5 est en fait un remariage consécutif à un divorce ou à un décès. Alors cette érosion, si vous voulez, quantitative donc, du mariage est légèrement, disons, ralentie à l'heure actuelle, et en particulier depuis le mariage pour tous, puisque en 2014, 10 000 mariages de personnes de même sexe ont été donc célébrés. Ce qui n'est pas rien, 10 000. Voilà. Alors pourquoi ce mariage baisse, si vous voulez, grosso modo ? Parce qu'il est concurrencé par l'union libre, d'une part,
et par le pacte civil donc de solidarité. Par exemple, en 2013, vous avez 239 000 mariages, mais vous avez 168 000 PACS. Donc ça veut dire presque autant, bientôt, de PACS, disons, que de mariages. Autre élément aussi intéressant, l'âge du mariage recule. Actuellement en France, une femme se marie en moyenne à 30 ans et un homme à 32 ans. Donc il y a eu un recul qui peut s'expliquer par un certain nombre d'éléments, l'accroissement, disons, de la scolarisation, et en particulier, et puis des études universitaires, par le développement de la contraception et de l'avortement, qui fait qu'à ce moment-là, les mariages indésirés, si vous voulez, sont beaucoup moins, et il n'y a pas ces mariages précipités parce que la femme donc était enceinte. Bon, voilà. Donc voilà. Deuxième trait saillant, on se marie moins, mais on divorce plus. Par exemple, en 2013, vous avez 121 000 divorces, c'est-à-dire 46% des mariages. C'est-à-dire presque un mariage sur deux se termine à l'heure actuelle par un divorce. Donc c'est quantitativement, disons, très, très important. 26% des femmes et 23% des hommes nés en 1970 ont cohabité avec deux personnes différentes. Alors que dans les générations précédentes, la génération de 1950, il n'y en avait que 11%. Donc on voit que le problème, disons, des cohabitations successives est en train, disons, de se développer. Donc ça, c'est... Donc on se marie moins, on divorce plus, on vit à l'union libre, ou on se paxe, voilà les tendances générales, et qui sont encore plus prononcées, si vous voulez, donc chez les jeunes, quand on prend les différentes tranches donc, de génération. Et pourtant, et c'est là où on va rentrer dans le paradoxe et dans la réflexion, la volonté de faire un couple subsiste. Par exemple, si vous additionnez les mariages et les PACS, ben vous arrivez à 410 000 en 1970, alors qu'il y avait 407 000 unions, alors qu'en 2013, il y en a 2013. Donc grosso modo, en 2013, vous avez légèrement moins de mariages que PACS plus mariage qu'en 1970. C'est-à-dire le nombre de personnes qui choisissent de vivre ensemble, voilà, mais grosso modo, n'a pas absolument, il est stable. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le couple demeure majoritairement. Hein. Par exemple, il y a 66% des personnes en France qui vivent en couple. Alors, donc on peut penser que le couple reste l'horizon, quelque part, un petit peu, donc, d'une vie adulte. Alors, qu'est-ce que c'est qui a changé? Ben, c'est la façon de vivre le couple. C'est la nouvelle configuration que le couple va prendre, et là on va avoir une pluralité, par exemple, disons, de cas. Ce qui est absolument essentiel, c'est la volonté de vivre heureux à deux. C'est-à-dire on préfère vivre heureux à deux, même si on ne vit pas ensemble longtemps, que vivre longtemps avec quelqu'un si on n'est pas heureux. Donc ça veut dire qu'en fait, on est devenu beaucoup plus exigeant à l'intérieur même du couple. Donc ça, c'est assez intéressant donc, à noter. Là, ce sont un peu des sociologues là, qui parlent, si vous voulez, donc, à l'heure actuelle. La question aujourd'hui, c'est d'arriver à concilier finalement le vivre ensemble et l'autonomie individuelle. Et là, il y a une contradiction. Hein. Vivre à deux, c'est vivre ensemble, puis être seul, bon, ça, c'est l'individu, quoi. Mais les individus vivent à deux, tout en voulant rester des individus qui sont libres. Alors, comment on va s'articuler? Voilà, une première problématique intéressante. Comment on va s'articuler dans le couple moderne la dépendance réciproque avec l'interdépendance ou la dépendance vis-à-vis de l'autre? Voilà une première question. Un autre élément aussi qui est intéressant, c'est que c'est les gens qui ne cohabitent plus, c'est-à-dire qui vivent ensemble, mais séparément. Vivre ensemble, séparément. Et alors là, c'est particulièrement évident chez les jeunes. 40% des jeunes chez les 20 ans sont ce qu'on appelle des couples fissionnels. C'est-à-dire qu'ils vivent ensemble, mais chacun vit de son côté. Dans un logement, si vous voulez, donc différent. Ça représente encore 15% à 25 ans. Alors c'est souvent, quand on commence à avoir des enfants, qu'on vit dans le même appartement, si vous voulez, donc dans la même, disons, maison, mais
Et il recommence à avoir une augmentation des décohabitations à partir de 45 ans. C'est-à-dire qu'à partir de 45 ans, soit parce que elle a divorcé, soit parce que les enfants sont élevés, à ce moment-là, il commence à y avoir de nouveau des habitations qui sont séparées de plus en plus importantes. Important aussi sur le divorce, c'est 3 femmes sur 4 qui demandent, enfin 3 divorces sur 4 sont demandés par des femmes. Donc les divorces, c'est essentiellement donc, une demande féminine. Dernier point peut-être qui peut être intéressant dans la discussion, le premier enfant arrive à 28 ans en 2010. En 1970, c'était 24 ans. C'est-à-dire le premier enfant arrive 4 ans plus tard. Et donc, voilà. Donc, ce qui fait que se mettre en couple quand on est jeune, c'est plutôt une façon d'expérimenter un style de vie, hein, plutôt que de fonder, si vous voulez, en tout cas disons au départ, on ne sait pas trop ce que ça donnera, on expérimente. C'est comme ça que les sociologues et les psychologues décrivent un petit peu donc, la mise en couple donc, des jeunes. Alors, si on veut maintenant, je crois que c'est important de donner ces chiffres parce que ça nous donne les grandes tendances sociétales. Et peut-être que ces chiffres nous dépaysent d'une certaine manière par rapport déjà à nos représentations. Donc l'intérêt des chiffres dans ce cas-là, c'est qu'ils ont une certaine objectivité. Il suffit de savoir combien de mariages ont été célébrés, par exemple, disons, dans les mairies, etc. Donc là, c'est... Ce qu'on peut dire aussi qu'il y a de moins en moins, disons, de mariages donc, religieux. Donc là aussi, ça correspond, si vous voulez, donc, à une baisse des pratiquants d'une certaine manière, disons, dans les églises. Donc tout ça, ça forme une espèce de trame, de fond, donc, de notre discussion. Alors la question, ça va être comment vit-on aujourd'hui la relation à l'intérieur, disons, du couple. Pendant très longtemps, de toute façon, on n'a pas choisi. On n'a pas choisi. Bon, on se mariait et même avant, on était mariés. Et on était mariés par les parents. C'est-à-dire que c'était les parents qui mariaient, donc, quelque part, si vous voulez, donc, leurs enfants. Et notamment pendant tout le 19e siècle, si vous voulez, où le mariage bourgeois, donc bon, c'était souvent pour accroître des fortunes, etc. etc. Donc c'est tout à fait nouveau dans l'histoire, le couple par désir mutuel. Le couple sur la base, si vous voulez, de l'attirance physique ou de l'amour, disons, sentimental. Donc cette idée de couple, c'est la rencontre entre 2 libertés. Ça, c'est quelque chose qui est extrêmement récent dans l'histoire. Et ça s'est passé notamment avec les courants, disons, féministes, qui progressivement donc, ont amené la femme à l'intérieur du mariage, avec la décision du mariage, à prendre progressivement donc, une indépendance donc, financière. Vous savez que dans les années 60, il fallait encore l'autorisation de son mari pour signer un chèque, par exemple, ou des choses comme ça. Le deuxième élément qui va être très important, c'est l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Les femmes représentaient, il y a 30 ans, à peu près 60%. Enfin, elles entraient à 60% dans le marché du travail. Actuellement, c'est 84%. Donc, vous voyez, tout ce qui fait qu'il y a une indépendance financière, c'est plus facile à ce moment-là de pouvoir quitter quelqu'un avec lequel donc, on ne s'entend plus. Et donc, voilà un petit peu. Donc. Alors, le couple est un élément, même la famille, ce n'est plus le couple qui fait la famille, c'est les enfants. Ce sont les enfants qui aujourd'hui font la famille. Tous les sociologues sont d'accord là-dessus. C'est-à-dire que même quand les parents se séparent, etc., la famille subsiste simplement parce qu'un enfant, il a toujours un père et une mère. Bon, voilà. Donc, c'est l'enfant qui fait la famille et non plus la famille qui fait l'enfant. Ça aussi, c'est un bouleversement, si vous voulez, donc considérable au niveau de l'évolution des mentalités. Alors, nous nous trouvons donc face à un couple qui est une union de 2 libertés. Et nous sommes dans une société où la tendance sociétale lourde, si vous voulez, c'est l'individualisme. Moi, je d'abord, donc, et surtout. Ce qui fait que, en fait, je n'ai de projet, finalement, de vivre avec quelqu'un qu'autant, quelque part, que mon désir de vivre avec lui est satisfait. Et je vous ai dit que de ce côté-là, ça c'est bien remarqué par les psychologues et les sociologues, l'exigence à l'intérieur du couple est beaucoup plus grande. Il y a une exigence, si vous voulez, donc sexuelle, une exigence sentimentale, intellectuelle, affective, disons morale. Et lorsque l'un des deux, finalement, n'est plus d'accord, on ne trouve plus son compte, finalement, donc, là-dedans, on trouve que sa liberté n'est pas donc, suffisamment, disons, respectée, mais à ce moment-là, il s'en va.
Et comme depuis 30 ans, il y a eu une évolution absolument considérable des lois pour faciliter, si vous voulez, donc le divorce, c'est donc aujourd'hui, même s'il faut encore une certaine mesure de démarche, qui durent des fois pas longtemps et qui peuvent encore coûter cher, c'est beaucoup plus facile que ce que c'était auparavant. Donc c'est ce qui peut expliquer finalement que le groupe, il y a toujours cette volonté de vivre en groupe, en couple, mais le couple est devenu extrêmement fragile. Et il faudrait que nous essayions un petit peu d'analyser d'où vient cette fragilité. Moi je vous donne une des clés. Une des clés, c'est l'individualisme, si vous voulez, donc sociétal, quoi. Hein, qui fait qu'à partir du moment où ce sont deux libertés qui se conjuguent, ben, quand une des libertés n'est plus d'accord, ben voilà, il n'y a plus d'union, quoi, si vous voulez, il y a crise, disons, à l'intérieur de l'union. Alors, dans le rapport à l'autre, disons, dans le couple, ce qui va poser problème, c'est la question de l'intimité. Parce que l'intimité, c'est une proximité. Une proximité physique, une proximité affective, donc sentimentale. Et là, on voit bien, les sociologues font des espèces de typologies des différents types de couples, etc. Par exemple, l'argent ne fonctionne plus du tout comme il fonctionnait, si vous voulez, donc il y a 40 ou 50 ans. Il y a de plus en plus donc, de couples qui ont peu commun, mais qui gardent leur argent, donc chacun donc, de leur côté, etc. Donc bon, là aussi, si vous voulez, dans la mesure donc, où les femmes souvent donc, gagnent la vie, elles ne sont plus financièrement indépendantes. Ce qui fait que la façon dont on va négocier, c'est le mot négociation qui va devenir très important dans ce cas-là. L'affectation, par exemple, disons, du coup, c'est vrai que les hommes continuent, par exemple, les sociologues nous disent, à acheter la voiture, à acheter le logement, c'est-à-dire les grosses choses, si vous voulez, par rapport donc à la femme qui va beaucoup plus s'occuper. Là, du côté de la répartition des tâches à l'intérieur, les choses ont beaucoup changé, mais pas encore. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une inégale répartition. Alors c'est mesuré en heures. Là, je n'ai pas pris exactement, disons, les statistiques, mais je veux dire, les femmes passent encore beaucoup plus de temps pour l'éducation des enfants, d'une part, et pour l'entretien, si vous voulez, donc, de la maison, disons, que les hommes. Mais les choses ont bougé. Et elles ont pas mal bougé, notamment depuis les années, disons, 70, mais on est loin encore, disons, de l'égalité. Alors, c'est cette proximité de deux individus qui vivent ensemble qui va poser problème. Parce qu'un couple, ça suppose un projet, et ça suppose finalement de se créer, on va dire, une culture commune. Or, l'individu, lui, c'est une expression de Jean-Paul Kaufmann, qui est un sociologue, l'individu, il a sa microculture individuelle. Il a ses habitudes, pour ne pas dire ses... Voilà. Et donc, quand vous conjoignez dans un espace restreint deux microcultures individuelles qui ont chacune, disons, leur repère, eh bien, il va falloir procéder à un certain nombre, disons, d'ajustements. Et alors, il y a toute une analyse des crises à l'intérieur des couples. Où se passent essentiellement, disons, les crises dans les endroits, si vous voulez, où il y a la proximité la plus grande. C'est-à-dire la salle de bain. Bon, je ne parle pas du WC, puisque le WC, c'est dans un appartement ou une maison, le droit strictement, disons, individuel. C'est le lit, parce que la proximité physique est très grande. C'est la voiture, parce que là, on est dans une espèce, disons, d'enfermement, si vous voulez, donc dans un endroit clos. Et c'est dans ces lieux-là qu'il y a le plus de ce qu'on appelle les agacements. C'est-à-dire la phrase « tu m'agaces ». Voilà. L'espèce d'irritation, d'irritation qui est ressentie très 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 souvent dans la vie quotidienne, parce qu'il y en a un qui aime se coucher tôt, l'autre aime se coucher tard, un qui aime se lever tôt, l'autre qui aime se lever tard, il y en a un qui aime les oreillers et l'autre il aime les traversins, si vous voulez, et il y en a un qui ne rebouche jamais le tube de dentifrice, et c'est là, si vous voulez, donc, où commence tout ce qu'on appelle les agacements, donc les irritations, avec un aspect répétitif, si vous voulez. C'est ça la question, c'est que ça va se répéter quelque part, disons, sans arrêt. Et le fait que ça se répète comme ça, c'est ce qui va finir véritablement par... Voilà, ça va monter, et puis un jour ça éclate. Bon, voilà, donc ça éclate. Et tout le problème, ça va être de... Alors, il n'y a pas, d'après les sociologues que j'ai lus, il n'y a pas de couple sans crise. La crise et la gestion de la crise fait partie, si vous voulez, donc de la vie d'un couple. Alors, il y a des petites crises, il y a des crises qui sont beaucoup plus importantes, mais la gestion de la crise, c'est une façon de vivre en couple. Vivre en couple, c'est savoir gérer des crises. Souvent des mini-crises et parfois des grosses crises.
Alors, quand on ne sait pas, ou quand on n'arrive pas à les négocier, à ce moment-là, disons, on se sépare avec toutes les conséquences que ça peut avoir, financières, dans un certain nombre de cas, pour l'éducation aussi, pour les soins des enfants aussi, d'autre part. Parce que des conséquences, si vous voulez, de la fragilité des couples, puisqu'on a vu à peu près un divorce sur 2 mariages, c'est quid des enfants. Quid des enfants, et comment à ce moment-là, puisque la famille subsiste au-delà de la séparation, bon voilà, comment à ce moment-là on va négocier, donc se répartir donc l'éducation des enfants. Donc le premier élément, me semble-t-il, disons, fondamental de la crise à l'intérieur du couple, c'est cette espèce de proximité de 2 individus qui ont à ajuster leurs habitudes mutuelles et qui y arrivent plus ou moins en se créant une culture commune, ou au contraire, qui n'arrivent pas suffisamment à arrondir, disons, les angles, et c'est un peu trop raboteux, etc. Et ça donne lieu à ce moment-là, disons, à des affrontements, donc plus ou moins importants. Qu'est-ce que c'est ensuite qui a fragilisé donc, le couple? Là aussi, il y a un certain nombre d'analyses qui sont importantes. C'est d'abord qu'on vit beaucoup plus longtemps qu'avant. Et donc les motifs d'irritation sur de la longue durée. Donc bon, voilà, il faut tenir. Le problème, c'est qu'il faut arriver, disons, à tenir. Alors, je n'ai pas trouvé les statistiques sur, en moyenne, combien ça dure un couple aujourd'hui, quoi. Mais, alors, il y a un sociologue qui avait une expression que je trouvais assez intéressante, je ne sais pas si je vais la retrouver. Il appelait ça le nomadisme conjugal. Le nomadisme conjugal. C'est-à-dire qu'un individu, dans la mesure où on vit, disons, depuis le plus longtemps, va avoir dans sa vie plusieurs expériences de vie, disons, en couple. Hein. C'est pas un hasard d'ailleurs si les gens confrontés au décès du conjoint, par exemple, ou par exemple à un divorce, restent assez peu rapidement seuls. C'est-à-dire que le couple reste quand même la norme, et la vie en solo, elle est minoritaire dans les faits. Je vous dis, ça représente à peu près 30% donc, des personnes donc, qui vivent seules, mais 66% donc, vivent en couple. Donc le couple reste la norme. Mais c'est un couple qui a été beaucoup fragilisé. Alors, un deuxième élément de la fragilisation du couple, si vous voulez, c'est la mobilité. La mobilité professionnelle, la mobilité géographique, qui fait que, dans son travail notamment, on est amené à multiplier aujourd'hui, disons, les relations. Hein. Et d'autant plus que maintenant, les femmes ne vivent plus au foyer. Elles vivent donc à l'extérieur. C'est beaucoup plus traditionnel, disons, donc chez les hommes. Les loisirs aussi. Les gens, avec la diminution aussi du temps de travail, il y a une augmentation du temps de loisirs. À l'intérieur du couple, on ne pratique pas forcément, il y a peut-être des loisirs qu'on a ensemble et des loisirs que l'on n'a pas ensemble. Et dans ces loisirs, on rencontre aussi d'autres personnes. Sans parler d'Internet, qui donne la possibilité, si vous voulez, donc de rencontrer virtuellement donc, des tas de gens que l'on peut ensuite rencontrer physiquement, quoi, si vous voulez. Donc, il y a là, dans la multiplication des relations par le biais du travail, du loisir ou des réseaux sociaux, des occasions qui peuvent devenir autant de tentations, d'opportunités, comme on voudra, quelque part, disons, pour fragiliser le couple. Alors, voilà, j'ai essayé un petit peu donc, de brosser un petit peu donc, un tableau en appuyant quand même sur un certain nombre disons, de statistiques. Reste maintenant ce que chacun, avec son ou ses expériences disons, personnelles, nous apporte finalement donc, les éléments disons, d'analyse qui posent pourquoi aujourd'hui la relation en couple devient, est devenue en tout cas, et devient peut-être, et va de plus en plus devenir, disons, problématique. Voilà donc la question qui est posée, et nous ne serons pas de trop pour essayer d'y voir un peu plus clair sur ce phénomène grandissant. Voilà. Alors à partir de maintenant, donc commence donc la... Voilà. Donc moi je serai animateur, je reprends ce qui a été dit, je repose des questions, mais aussi discuter entre eux, moi je ne suis pas d'accord avec le monsieur, la dame, etc. Voilà. Donc il y a 2 micros à votre disposition, vous levez la main et on vient vers vous. Alors il en faut toujours un pour démarrer. Ah, le monsieur, ah. Allez-y, madame, vous avez levé la main. Non. Ah bon. Le monsieur complètement un mot là. Faut faire attention, hein. Quand on lève la main, on vient de suite. Hein. Donc, si vous voulez faire signe à quelqu'un, c'est pas la peine.
Oui, bonsoir à tout le monde. Vous avez parlé des agacements, et je trouve que Brassens, dans J'ai quitté mon chêne, l'a très bien dit en disant « c'était pas une sinécure de lui voir toujours le nez au milieu de la figure ». Oui, alors là, vous posez un petit peu la question disons, de la familiarité qui devient quelque part un petit peu d'habitude. Est-ce que dans un couple, par exemple, on cultive la surprise? Ou alors est-ce qu'on est tout le temps dans la répétition, quoi? C'est que la répétition, elle est un petit peu donc, névrotique, quoi. Il y a certains qui définissent le couple comme deux névroses qui se complètent. C'est une façon de définir le couple, pas discuter. En tout cas, plus le couple dure, plus la question de tenir, disons, se pose. Alors ça, ce serait intéressant que vous me donniez un petit peu les ingrédients pour tenir quand on aime, par exemple. Voilà. C'est intéressant. Sans tomber dans le divan ou le... On a trop à dire sur la question. Moi, je dirais, puisque c'est tenir, c'est déjà partir des fondations, et que les fondations, c'est beaucoup la communication. Il y a une BD de Bretécher où effectivement, la femme met 2 sucres dans le café du monsieur qui n'ose rien dire, et au bout de 20 ans, il envoie le café à la figure de la dame parce qu'il n'a pas dit au départ. Donc je pense que justement, si dès le départ, on se disait les petites choses qui ne vont pas, et qu'on avance comme ça en essayant d'adapter ou de voir ce qui est, on partirait sur des bases qui seraient beaucoup plus solides que de ne rien dire, et puis effectivement un jour exploser parce qu'on ne pourrait plus supporter. Donc beaucoup la communication comme élément. Alors là, vous soulevez finalement donc, le rôle de la parole, disons, à l'intérieur du couple, en disant que finalement, donc, c'est important de pouvoir dire un certain nombre de choses. Tout le problème de savoir comment on les dit, parce que de la parole, il en existe, mais de la parole, il y a l'injure aussi, donc il n'y a pas loin. Donc tout le problème est de savoir si la parole peut être véritablement une médiation, c'est-à-dire établir disons, une communication profonde disons, entre les êtres, c'est vrai que ça peut prévenir quelque part un certain nombre de choses. Dire son agacement sans être agacé dans le ton, ce qui est tout un travail sur soi peut-être, ça peut être intéressant. Donc du rôle finalement de la communication pour prévenir ou pour gérer donc, les conflits à l'intérieur du couple, ça certainement. Oui, à partir du moment où on se pose la question du tenir, est-ce qu'on n'est pas déjà parti un peu? Et l'autre question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut tout le temps partir? Oui, donc vous devez poser le problème. On peut partir, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est qu'on peut partir beaucoup plus facilement qu'avant. La preuve, c'est que les gens le font. Donc, la preuve par les statistiques. Hein. Mais c'est vrai qu'au niveau des histoires, disons, individuelles, il y a un certain nombre de choses donc, qui peuvent empêcher, disons, de partir. Ça sera intéressant d'ailleurs d'en faire un peu la recension. Certainement, donc, les enfants, c'est vrai qu'il y a des couples qui attendent que les enfants soient grands ou soient partis pour se séparer. Et ils estiment que c'est important quand même d'être deux donc, pour les élever. Ça peut être donc l'un qui est malade, par exemple, donc, bon, et partir à ce moment-là donc, pourrait poser des problèmes un petit peu de conscience, disons, ou d'éthique. Ça peut être ça. On peut être aussi dépendant financièrement de l'autre. Si par exemple on est au chômage, bon, l'un des deux, par exemple, disons, est au chômage et donc est dépendant, disons, financièrement. Certainement qu'il y a d'autres, vous allez certainement me dire, il y a un certain nombre d'obstacles, certainement objectifs, à quitter quelque part, dans un certain nombre de cas, certainement son partenaire. Alors, quant à ce que vous avez dit au départ, demander si ou comment on peut tenir, c'est qu'il y a déjà quelque chose qui cloche, c'est ce que vous avez l'air de dire. Mais c'est la simple durée qui pose, disons, le problème. Le problème, il est simple. Comment un couple peut résister pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans maintenant, puisqu'on vit de plus en plus vieux, à l'usure, disons, du temps, aux habitudes,
l'habitude, à la routine, au fait que l'autre disparaisse finalement de mon regard comme visage, etc. Et en fait, la solution, c'est certainement l'amour. Hein, donc on va dire, bon, si on s'aime, on peut durer, forcément. Quoi. Mais il y a beaucoup de choses qui corrodent quelque part aussi, disons, l'amour dans la durée. On en a vu quelques-unes. Oui, donc je voulais rebondir sur deux choses que vous aviez dites. La première, vous venez d'y répondre. C'est vrai que tenir, moi ça me fait peur, hein, ce vocabulaire, comme si c'était une épreuve de force, comme si c'était un calvaire, une prison. Il faut tenir, et pourquoi Après, en ce qui concerne, vous avez dit que plus un couple dure, plus c'est difficile de supporter l'autre. C'est ça ? Ça peut le devenir. Oui. Moi, je pense que après une certaine durée de vivre ensemble, il y a une espèce de force d'inertie, une force d'habitude qui peut s'installer et qui peut empêcher l'un des deux ou les deux, en fait, d'arrêter le couple. C'est comme si les gens étaient, le couple, dont les partenaires, étaient anesthésiés par leur vie ensemble, par leur douleur, par tout ce qu'ils ont pu accumuler de négatif entre eux. Ça peut être un lien super fort. Donc, peut-être que quand le couple est jeune, il y a des possibilités pour qu'il se brise, mais si le couple a tenu une certaine distance, je pense que ça devient de plus en plus difficile pour lui de se séparer. Oui, comme si vous parlez un peu de force, d'une force d'inertie, quoi. Mmh. Mais alors, tout le problème est de savoir si c'est parce qu'il n'y a plus l'énergie quelque part, de commencer quelque chose de nouveau, ça serait trop difficile, il y aurait tellement d'obstacles finalement, donc alors autant rester à ce moment-là dans cette espèce de routine, même si elle n'est pas, disons, satisfaisante, quoi. Un tien vaut mieux que tu l'auras, quoi, quelque part, c'est un peu ça, donc ce que vous dites, c'est ça ce Oui. que vous dites. D'accord. Alors je sais pas moi, ce que vous en pensez. Vous voyez, la grosse difficulté ici, c'est qu'on est dans un café philo qui va en permanence friser le café psycho. Et tout le problème pour moi, ça va être de ramener à des problématiques philosophiques, des problèmes très existentiels et très psy, on va dire, hein, un petit peu. En tout cas, la confrontation au temps, ça c'est quelque chose qui a toujours été, disons, analysé par les philosophes, et on peut dire par exemple qu'il y a une crise, si vous voulez, de la temporalité dans la modernité. C'est très bien analysé par Marcel Gauchet, par exemple, qui dit que actuellement, si vous voulez, donc bon, il y a ce qu'il appelle le présentéisme, c'est-à-dire les gens vivent dans l'instant. Les gens vivent dans l'instant, enfin, c'est particulièrement vrai chez les jeunes, mais de plus en plus sur toutes les couches de la population, et donc ne font pas des projets à moyen, si vous voulez, donc, et à long terme, et pour une raison simple, s'agissant des progrès avec les autres, c'est qu'ils changent, nous changeons, et nous savons que nous changeons, à tel point que nous pouvons ne pas nous faire confiance à nous-mêmes pour savoir si nous prêtons par exemple un serment maintenant, nous serons capables de le tenir dans un an, dans 2 ans. Il y a une crise donc quelque part de l'engagement, on le voit partout, on le voit dans les syndicats, dans les partis politiques, dans les associations, etc. C'est-à-dire l'idée de s'engager durablement est devenue, dans la postmodernité, quelque chose qui n'est pas du tout évident. Et donc ça pose un problème, cette crise beaucoup plus générale de la temporalité, c'est-à-dire de construire, disons, dans le temps, et de faire, disons, des projets, etc., et bien, elle atteint, par contre-coup, disons, le couple, dans la mesure où il faudrait des projets qui sont vraiment à très long terme. Alors on peut se demander si, évidemment, donc, les enfants, c'est pas quelque chose qui peut être un projet à long terme pour un couple, mais on s'aperçoit que même si on a des enfants, et même, je lisais un article là qui disait que le bébé qui arrive, c'est une épreuve pour le couple. Alors, il y a des analyses très intéressantes qui sont, disons, proposées et qui disent, notamment qu'un certain nombre d'hommes se sentent, disons, relativement délaissés, c'est-à-dire cette espèce d'équilibre qu'il y avait donc à deux, où chacun était finalement, disons, tourné vers l'autre. Arrive le tiers, et le tiers, donc forcément, donc, la femme qui vient d'accoucher,
s'occupe donc, disons, de son bébé. Et il y a des crises à l'intérieur du couple qui viennent du fait que l'homme, quelque part, disons, se sent délaissé. Alors, à la fois, on pourrait penser que les enfants, si vous voulez, sont un moyen d'avoir un projet à long terme, disons, dans le couple, mais on s'aperçoit, dans les faits, que le bébé est souvent une épreuve. Donc, voilà, donc, vous voyez, il y a des contradictions. Oui, bonsoir. J'ai envie de faire une proposition. Il me semble aussi qu'il y a un lien assez fort de dépendance entre la fragilité d'un couple et le niveau d'exigence que l'on a de ce couple-là. C'est-à-dire on peut avoir une représentation un peu idéalisée du couple, de ce qu'on voudrait vivre avec l'autre, mais dans le sens où on va attendre tout de l'autre. On va attendre que l'autre nous comble et de manière parfaite sur tous les plans. Donc il y a une espèce peut-être de manque de lucidité, de réalisme, une espèce d'impatience qui pourrait être à l'origine de cette fragilisation du couple. Et je crois que c'est un lien également avec la question de la durée qui a été évoquée auparavant. Durée qui permet aussi à chaque membre du couple de construire une culture commune. Qui renforce finalement le lien, qui permet aussi la proximité. Enfin, il y a des... c'est très complexe, en même temps, c'est très relié tout ça. Voilà, mais il me semble qu'on est dans des caractéristiques sociétales où effectivement, même, le fait de cet individualisme très fort fait qu'on veut tout de suite et on attend de l'autre... celui avec lequel on s'est engagé à vivre, qui nous donne tout, quoi. Et là, je crois que c'est une erreur. Ça serait intéressant précisément de voir dans les exigences, l'évolution, disons, des exigences, disons, à l'intérieur du couple. Alors ne parlons pas du temps où les femmes étaient, par exemple, disons, mariées, par exemple, disons, par leur famille, mais pendant très longtemps, à l'intérieur du mariage, la dépendance de la femme, disons, par rapport à l'homme, ne serait-ce que la dépendance financière, voilà, faisait que, c'est les institutions qui, d'une certaine manière, façonnaient. Alors qu'aujourd'hui, l'analyse de François Dubé était très intéressante à ce moment-là, il y a une désinstitutionnalisation. On voit ça au niveau de l'école, on voit ça, disons, au niveau de la famille. C'est-à-dire, le mariage religieux, par exemple, on se mariait, on était mariés, disons, pour la vie et pour l'éternité. Vous savez que l'Église a inventé la séparation de corps à la fin du XIXe siècle, etc., pour qu'on puisse vivre séparément tout en restant mariés. C'est une astuce, si vous voulez, donc institutionnelle, disons, de l'Église, pour éviter, d'une certaine manière, si vous voulez, donc, que les couples, que le mariage donc, soit dissous. Donc dans ces cas-là, certainement que les exigences, notamment des femmes vis-à-vis des hommes, étaient bien moindres qu'elles le sont, par exemple, disons, aujourd'hui, dans la mesure donc, où elles dépendent plus pour un certain nombre d'entre elles financièrement, disons. Et puis il y a d'autres éléments qui sont intervenus. C'est que ces exigences, elles sont totales. On voudrait que la personne nous apporte le bonheur, disons, au niveau sexuel, qui nous apporte le bonheur, disons, au niveau affectif, au niveau moral, au niveau intellectuel, une espèce de totalité donc, qui est demandée finalement à l'autre. Et peut-être que dans le rapport à l'altérité, l'exigence vis-à-vis de l'autre est au-delà des capacités de ce qu'il peut, quelque part, disons, nous donner. Donc ça peut être qu'il faudrait être peut-être plus modeste un petit peu dans ses exigences à l'intérieur du couple. Mais ça, c'est pas... Le désir de reconnaissance et le désir que l'autre soit tout, quelque part, disons, au niveau de l'homme et de la personnalité est tel qu'effectivement, on est dans la situation que vous décrivez. Oui, je crois qu'il faut dire quand même que l'analyse que tu es en train de faire là et qu'on est en train de poursuivre, elle est vraiment située dans on va dire, le couple européen. Enfin, c'est situé, quoi. On ne peut absolument pas généraliser. Statistique française, que j'ai. Voilà, il ne faut pas se leurrer là-dessus, on ne peut pas généraliser. Mais il me semble quand même que le problème du couple, c'est le rapport à l'autre. Et une des grosses difficultés, c'est qu'on perd de vue le fait que l'autre est autre. C'est-à-dire que très rapidement, on a l'impression d'avoir fait le tour de son partenaire. Enfin, et puis, de temps en temps, on est surpris. Mais quand on est surpris, c'est souvent très, très dérangeant. Et
voilà, il me semble que c'est vraiment qu'il y a quelque chose à composer qui est très délicat entre le fait que on a en face de soi quelqu'un qu'on connaît à peu près, qu'on connaît un petit peu, mais aussi qui est très différent. Et il ne faut pas s'imaginer que le jeu, c'est comme le nous. Il y a une dialectique entre le jeu et le nous. Le nous, c'est pas notre moi-même. C'est pas le prolongement de moi-même. Voilà ce que je voulais dire. Oui, alors je voulais dire aussi qu'il y a une infinité de petites négociations qu'on doit faire sans arrêt tous les jours dans le couple. Et entre autres, c'est les divisions du travail. Et souvent, ce sont des négociations qui se font de manière implicite. Petit à petit, on s'installe dans des... Voilà, chacun sait à peu près ce qu'il a à faire. Et puis tout d'un coup, on se rend compte que l'affaire n'est plus du tout équitable. Ou alors, on se représente comme ça, en tout cas. Et alors là, ça commence à plus aller. Je crois que tu as raison d'insister, c'est ma femme. Un peu d'humour de temps en temps, ça fait du bien. Tu as raison quand même, disons, d'insister sur le fait qu'on est en train de parler vraiment du couple français. Allons en Arabie Saoudite, allons en Iran, on verra exactement ce que c'est, non pas que le couple, mais que le mariage et le mariage arrangé. Hein, voilà, parce qu'on est encore là, c'est-à-dire donc par rapport, disons, c'est-à-dire que nous avons une conception très franco-centrée, je dirais aussi européo-centrée dans notre réflexion. Il ne faudrait pas oublier que, tu fais bien de le dire, c'est très important, que tout ce que j'ai dit, par exemple, de la libération des femmes, de l'évolution, donc des attentes réciproques à l'intérieur, etc., c'est une situation ici, quoi, et que ça se vit complètement différemment. Et on aurait besoin, j'ai parlé surtout de sociologues, on aurait besoin d'ethnologues précisément, donc, pour nous expliquer les différences qu'il y a de façon de faire un couple, et là on dirait peut-être plus de faire famille, ou de faire un clan, ou de faire tribu, si vous voulez. Bon, ça je crois que c'est un point important. Deuxième chose que tu as dit qui me semble importante, tu as employé le mot négociation. J'avais peut-être prononcé, mais je crois que c'est un mot qui est important. À partir du moment où c'est sur le principe du libre désir que se fait quelque part, disons, donc une union, se pose à ce moment-là la question de comment quand on est deux, on peut faire un, c'est le nous, tout en restant deux jeux. Et quel jeu JEU il va y avoir entre ce jeu JE, disons, et ce nous, entre cette culture commune un peu du couple dont on était en train de parler, et les microcultures individuelles dont parle, disons, Kaufmann. Et là, peut-être une des façons, en tout cas, c'est la négociation. Et la négociation, elle peut être soit implicite, mais dans ce cas, elle n'est pas dite. Les choses s'instaurent finalement progressivement, disons, dans les faits, et c'est ça qui peut créer à un moment donné un certain nombre de déphasage, de décalage, surtout si on n'en parle pas. Hein. Ou alors la négociation peut être beaucoup plus explicite. Hein, c'est une véritable discussion sur mais comment on fait, tu gagnes le temps, je gagne le temps, alors qu'est-ce qu'on fait, on met tout dans le pot commun, on ne le met pas, etc. Est-ce que, voilà, toi tu gagnes plus que moi, donc à ce moment-là, moi je mettrai plus au pot commun que... Etc. Voilà. Et là, on est dans une négociation qui à ce moment-là est beaucoup plus explicite. Mais vous comprenez bien que la négociation, quand elle est explicite, qui est quelque chose, disons, de rationnel, hein, donc qui arrive à la conscience et qui est rationnel, comment ça peut se composer quelque part avec l'affection, la sensibilité et l'amour? C'est-à-dire, comment on peut faire... Alors, est-ce que cette raison, sous la forme de la négociation, qu'on va faire rentrer, disons, dans le couple, c'est donc du rationnel, même de l'affectif, hein, est-ce que c'est vraiment raisonnable ou pas? Oui, peut-être que c'est raisonnable, peut-être que c'est complètement irraisonnable. Voilà, et ça, c'est un débat. Hein. Voilà. Est-ce que vous croyez à la négociation? On a parlé de la communication absolument nécessaire. Là, on parle maintenant, disons, de la négociation. Bon, voilà. Oui, je reprends la parole, je suis désolé. Est-ce que nos manières de vivre et de consommer surtout, c'est-à-dire le regard qu'on a à nos environnements, ne nous amène pas non plus à poser le problème de nos exigences de la même manière.
On a besoin d'objets nouveaux, on a besoin d'émissions de télévision nouvelles, on a besoin de voitures nouvelles. Est-ce qu'on n'a pas besoin que chaque matin, quand on se lève, la personne qui est en face de nous soit elle aussi nouvelle, puisse nous étonner, effectivement, parce que ce sont nos regards, un peu comme l'habitude. On a l'habitude de voir des choses horribles sur les murs chaque jour, et puis on trouve ça normal à force. Est-ce qu'on n'a pas besoin de ça aussi, par cette habitude de regarder les gens? Ouais, ça c'est très important, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est qui permet de sortir finalement, disons, de l'habitude qui fait d'un sujet finalement un petit peu donc un objet, je dirais, qui fait partie du paysage, quoi, hein. Le nez au milieu de la figure, comme disait Brassens, disons, tout à l'heure, etc. Et par rapport à ce que disait Marcel tout à l'heure, c'est important, disons, cette idée que l'autre est radicalement autre, et que la familiarité me fait croire que je le connais. C'est-à-dire, le simple fait de vivre avec quelqu'un le rendrait, comme ça, prévisible. C'est-à-dire, je sais que si je dis ça, il va répondre ça. Et c'est vrai que, bon, il y a des stéréotypies, comme ça, disons, qui existent, disons, dans le couple, et on sait que, bon, tel comportement va entraîner, disons, tel type de réaction. Donc, on est là vraiment dans des... un peu dans des choses qui sont mortifères, dans des comportements qui sont mortifères. Alors vous proposez finalement une attitude tout à fait différente, même qui prend le contre-pied, c'est-à-dire voir dans l'autre que je connais quelqu'un qui reste quand même différent. Et donc ça suppose à ce moment-là un travail, disons, sur mon propre regard et une attention à la nouveauté, à ce qui peut quelque part, disons, me surprendre, effectivement. Donc ça c'est très intéressant, peut-être dans la vie du couple, d'avoir une capacité de renouveler son propre regard par rapport à l'autre. Et ce regard ne peut être certainement entretenu que si précisément on est plus sensible à en quoi l'autre est autre qu'en quoi l'autre est le même ou en quoi l'autre me ressemble, certainement. Oui. Alors, moi j'ai plein de choses à dire, mais je ne sais pas si je vais savoir les dire. Et j'ai plein de questions. Je me suis toujours posé la question, je crois que c'est impossible de connaître déjà les statistiques par rapport à qui demande le divorce ou qui demande la séparation. Je sais que par ma propre expérience et en discutant avec tout le monde, j'entends toujours que ce sont les femmes qui demandent à partir, en général. Mais il ne peut pas y avoir de statistiques, j'imagine déjà. D'après les sociologues, c'est 3 divorces sur 4 sont demandés par des femmes. Voilà. Ça, on peut le savoir par, par les procédures de conciliation, déjà... les juges, etc. Pour faire ces statistiques. Ma propre expérience me dit que c'est vrai, évidemment, puisque je suis toujours partie. Et c'est pas si évident que ça. Et ça, c'est nécessaire de tenir, voilà, c'est ça. Peut-être que c'est pas nécessaire de tenir. Non, parce que je pense, alors on parlait du nez au milieu de la figure, ça dépend de quel nez, ça dépend de quelle figure, déjà. Moi, je sais que je me suis souvent trompée, qu'il y a certainement beaucoup de femmes et d'hommes qui se sont trompés comme moi. On ne sait jamais, quand on se trompe. Et ça, on ne le sait qu'après. On le sait après. Mais il y a un moment où ça devient tellement insupportable que s'il n'y a pas du tout d'affection, quand je dis oui, quand même un tant soit peu d'amour, c'est évident qu'on s'en va. Alors moi je cherche toujours à savoir ce que c'est l'amour. Hein. Je pense que je mourrais, je ne saurais pas. Mais en tout cas, il y a des moments, toujours dans un couple, où on se pose la question, on se dit « Oh mince, merde, tiens, j'ai rencontré, oh là là, ce mec-là, il y a des flashs comme ça, on en voit tous les jours, et c'est ce qu'on disait, c'est comme les enfants, il y a plein de petites tous les jours, à tous les coins de rue, on peut rencontrer des hommes, des femmes, à la télé, partout, sur Internet, plusieurs à la fois. Sur non, mais je veux dire, tant qu'il y a de l'affection, je pense que ça ne va pas au-delà du fantasme, en fait. Mais c'est quand c'est le problème de ce qu'on ressent pour l'autre qui... Enfin, moi, personnellement, ça change tout, quoi. Je ne battrai jamais des records. Je n'aurai jamais 30 ans de mariage.
j'espère toujours, effectivement, on dit toujours qu'on a envie d'être en couple, j'espère rester longtemps en couple à l'heure actuelle, mais ça ne me pose pas de problème dans la mesure où, voilà, on peut être tenté, mais ben non, je suis bien comme ça, je ressens toujours quelque chose quand je le vois, voilà, c'est ça qui change tout. Parce que je suis partie à chaque fois avec des enfants de plus en plus nombreux sous mon bras. Alors, bien sûr que c'est difficile de partir. Enfin, moi, je veux dire, on tape toujours sur celui qui s'en va. Alors, je pense que c'est celui souvent qui souffre le plus, parce que c'est pas du tout évident. Mais, enfin voilà, bon, je pense que la différence, c'est effectivement l'affection qu'on ressent pour l'autre. Même si c'est effectivement névrotique ou tout ce qu'on veut, on peut toujours analyser. La constitution du couple moderne et en France, comme j'ai dit, etc., elle se fait sur la base de deux libertés qui, à un moment donné, disons, se rencontrent et font le projet, quelque part, disons, de vivre ensemble. Donc, c'est bien ça qui fait couple. Faire un couple, c'est deux libertés qui sont d'accord pour vivre ensemble au moins un temps, quoi. Bon, et si possible, plus longtemps. Bon. Et c'est donc sur la base, quelque part, d'une affection, d'une attirance physique, mais aussi d'une affection mutuelle, que se crée, disons, le couple. Et c'est parce que le couple se fonde à l'heure actuelle sur précisément cette attirance et cette affection que lorsque, d'un côté ou de l'autre, eh bien, cette affection, disons, n'y est plus, qu'il y a problème. Alors qu'avant, le mariage faisait tenir les gens, quoi. Il n'était pas d'abord de façon, c'était très difficile de divorcer, on ne pouvait même pas divorcer, c'était même pas envisageable, quoi. Je veux dire, bon, mais donc on restait dans la situation dans laquelle on était. Bon, et dans le mariage bourgeois à la fin du XIXe siècle, les maris avaient leur maîtresse, etc., etc. C'était beaucoup plus difficile pour une femme, quoique. Bon, il y a quand même un certain nombre de littérature donc sur le biais, donc qui sont le reflet quand même de la société à cette époque-là. À partir du moment où effectivement il n'y a plus d'affection, si cette affection était le ciment, que devient le couple? Effectivement. Alors on peut renverser à ce moment-là la question en disant, mais est-ce que l'affection, c'est simplement quelque chose qui est donné comme ça, ou c'est véritablement quelque chose qui s'entretient? Comme on dit tout le temps, il faut alimenter donc, les braises pour que le feu, disons, on prend la métaphore du feu qui est intéressante de ce point de vue-là, etc. Peut-être que l'affection, c'est quelque chose aussi qui s'entretient. Et comment elle s'entretient? Voilà, donc la gentillesse, l'attention à l'autre, le souci de l'autre, comme dirait Harry Ricoeur, où on dit des choses très intéressantes, ou Lévinas, les philosophes ont dit des choses très intéressantes sur ce que c'est que le souci de l'autre, l'attention que l'on peut porter à l'autre, de prendre soin, la considération qu'on accorde, disons, à l'autre. Mais tout ça, ce sont des aspects qui sont très importants. Oui, alors, il y a tellement de choses qui ont été dites, j'ai peur de répéter un petit peu, mais je m'interroge sur le fait de la difficulté, en fait, de se construire, l'autre étant différent, et on doit vivre avec, mais on se construit soi-même, et donc, forcément, on est nouveau à un moment donné d'une vie par rapport à l'autre. Donc, la difficulté n'est-elle pas de se construire soi-même, tout en préservant l'édifice commun qu'on construit avec l'autre, et en même temps de se révéler comme, à un moment donné de sa vie, ou à plusieurs moments de sa vie, comme étant le nouveau par rapport à l'autre, et inversement, l'autre est nouveau par rapport à nous, et c'est quelqu'un qu'on a à découvrir et à accepter parce qu'il y a de l'affection, parce qu'il y a de l'amour, au-delà il y a de l'affection, de l'amour, et donc qui nous permet de préserver ces édifices communs. Oui, ça c'est une idée intéressante, c'est-à-dire qu'au fond, c'est un peu comme si on considérait l'autre comme achevé, quelque part. Hein. Et donc, par la familiarité, on arrive donc à le connaître, et puis au bout d'un certain temps, un petit peu on s'ennuie. Voilà, il y aurait un petit peu de cette logique-là. Mais si on considérait l'autre comme un être, disons, en construction, c'est un peu votre perspective, et en construction à l'intérieur même du couple, l'autre m'aidant quelque part, disons, à me construire, à ce moment, on serait plutôt deux êtres qui sont en changement, et qui étant en changement, on sans arrêt à se redécouvrir quelque part, disons, l'un l'autre. Ça serait une autre perspective assez intéressante, disons, de ce point de vue-là. Donc peut-être qu'il faut aborder la question du couple à partir de l'identité, de la question de l'identité. Qu'est-ce que c'est qu'être un homme, une femme, disons, ou un individu?
et comment on peut se... Par exemple, Alain Badiou, dans son ouvrage sur l'amour, c'est un philosophe contemporain, et qui dit finalement, ce qui est intéressant, disons, dans l'amour, c'est que je vois le monde à travers le regard d'un autre. Et que voir le monde, mais pas simplement, disons, le voir, mais aussi m'y orienter. Hein, et que donc, du coup, l'autre m'oblige quelque part à me déplacer, disons, quelque part, et il n'est pas, quelque part, sans m'influencer de ce point de vue. Alors, c'est le problème, disons, de l'influence à l'intérieur du couple qui est posé. Et le poser en termes d'influence, c'est différent de le poser en termes de dépendance réciproque. Parce que dans la dépendance réciproque entre deux sujets, on peut considérer quelque part, disons, que les sujets sont relativement stables et que tout le problème, ce serait qu'ils arrivent à trouver une configuration commune en faisant de deux monocultures individuelles une culture commune, disons, de couple. Mais si on considère que le sujet, c'est quelqu'un qui est en perpétuelle, disons, évolution, et qu'un des facteurs de son évolution, c'est l'autre, à ce moment-là, on peut concevoir et vivre en même temps le couple comme quelque chose d'essentiellement, disons, évolutif. Hein, ce qui change un petit peu la problématique. Est-ce que toutes les sociétés vivent en couple? Je dis, est-ce que toutes les sociétés vivent en couple? Est-ce qu'il n'existe pas des sociétés qui ne vivent pas en couple? Oui, bien sûr, bien sûr. Alors, c'est là où le point de vue. Oui. Sommes-nous faits pour vivre en couple? Ah ben là, c'est une véritable, disons, question. Sommes-nous faits pour vivre en couple? Voilà, bonne question. C'est une question qui est un peu anthropologique, quoi, finalement. Hein. C'est-à-dire que, allant au-delà du l'homme n'est pas fait pour vivre seul, etc. Bon, ou alors il vaut mieux être seul que mal accompagné, etc. Prenez tous les proverbes qui ont chacun une partie de vérité assez, disons, intéressante, mais poser un problème qui est fondamental. Alors là, ça serait intéressant chez les biologistes évolutionnistes de voir qu'est-ce que c'est pour eux, par exemple, disons, le couple. Certainement que le couple, au moment en tout cas de la copulation, c'est une invention de la nature pour la reproduction. Voilà. Maintenant, toute la question, c'est de savoir ce que la culture fait de cette nécessité naturelle de se reproduire, puisque même avec, jusqu'à il y a peu, la fécondation in vitro, etc., les nouveaux moyens, disons, de procréation, et jusqu'à maintenant, en tout cas, ça ne sera pas toujours peut-être le cas, mais il faut quelque part un homme et une femme pour faire, disons, un enfant, pour le moment. Donc, ce qui fait qu'il faut passer à ce moment-là par le couple reproducteur. Hein. C'est-à-dire, on parle de couple reproducteur pour les oiseaux, par exemple, pour les animaux, etc., etc. Alors, là, les ethnologues nous montreraient que le couple, au sens où nous l'entendons, c'est-à-dire le vivre ensemble de deux adultes, disons, bon, voilà, etc., ça, c'est quelque chose qui est très culturel et qui est extrêmement variable, disons, suivant, disons, les sociétés. D'abord parce qu'il y a des sociétés traditionnelles, par exemple, où les familles sont très élargies. Hein. Il y a des sociétés où on ignore complètement qui est le père, parce que c'est plus facile de savoir qui est la mère que qui est le père. Et donc, ces sociétés-là, donc, où les enfants sont l'enfant, par exemple, du clan ou de la tribu, etc., où c'est l'oncle, par exemple, qui s'occupe des enfants et non pas le père, puisqu'on ne sait même pas qui est le père, même quand on le sait, la configuration familiale est organisée de cette manière-là. Donc là, les ethnologues nous ont appris énormément de choses. C'est pour ça que je disais que le couple, au sens où on en parle ici ce soir, c'est le couple moderne, c'est le couple actuel et c'est le couple en France. Et comme nous en sommes, ça nous concerne. Mais c'est sûr, il faut absolument relativiser tout ce qu'on est en train de dire. Le relativiser historiquement et le relativiser géographiquement. En priorité, pour ceux qui ne se sont pas encore exprimés, c'est une loi, excusez-moi, c'est un peu une loi du café philo. Hein. On donne la priorité à ceux qui ne sont pas exprimés, puis vous intervenez après. Merci Michel. Donc, moi, pour penser le couple, je serais plutôt à me dire, là, on est en train de parler du couple français, même biterrois, on va dire. Non, quand même. Narbonnais, pour moi, je suis narbonnaise. Et par contre, pour penser le couple, moi, je me suis tout de suite dit, quand on était en train de parler du couple sexué, et moi,
moi j'ai besoin pour penser le couple au fur et à mesure de ma vie, j'ai eu besoin de penser le couple aussi avec d'autres couples, comme le couple fraternel par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce couple que je fais avec ma sœur, qui a évolué au fil du temps, le couple mère-fille, père-fils. Voilà, alors ce sont des couples qui ont une vie aussi très complexe, comme celle du couple sexué dont on parle depuis le début. Hein. Et une des réponses ou réflexions que je me suis faite, c'est que tous ces couples-là, comme le couple sexué, évoluent autour de la question de l'intimité. C'est-à-dire qu'avec ma sœur, j'ai eu à l'époque beaucoup d'intimité. J'ai beaucoup vécu près d'elle, avec elle. On a partagé la même brosse à dents, enfin voilà, hein, ce qu'il ne fallait pas faire. Et puis, au fil du temps, l'intimité a changé. Voilà. Nos vies ont été différentes, nous avons évolué, comme dans le couple sexué, on parlait d'une évolution de chaque individu. Nous avons évolué et au niveau de l'intimité, les choses ont été différentes. Mais c'est toujours la question de l'intimité qui peut se retrouver quelquefois quand les couples durent. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas fâchée avec mes sœurs. Nous nous voyons, nous avons moins d'intimité, mais à certains moments de notre vie, nous revivons des moments d'intimité. Et c'est là-dessus que notre couple fraternel, à mon avis, tient et perdure. C'est quand nous nous retrouvons et que nous retrouvons les moments d'intimité. Voilà. Donc par rapport au couple sexué, ça donne des pistes sur, au moins à moi, sur ce que je peux penser du couple sexué. Je crois qu'il faut peut-être définir donc ce qu'on entend, disons, par couple. Effectivement, un couple, c'est pas seulement un homme et une femme, mais ça peut être un homme et un homme, une femme et une femme, etc. Donc, par sexué, il ne faut pas entendre simplement deux sexes, disons, différents, d'une part. Et puis toi, tu élargis alors, voilà, disons, la notion de couple, à la notion parent-enfant, ou à la notion frère-frère, ou frère-sœur, bon, etc., ou sœur-sœur. Moi, la définition, disons, que je proposais, disons, du couple, c'est deux adultes qui décident librement de vivre ensemble par attirance physique et affection. Voilà. Ça, c'est la définition telle qu'on a donnée. Alors, on peut évidemment donner d'autres définitions du couple. Et c'est par exemple dans le Pacs. Le Pacs n'est pas réservé simplement donc, au couple, disons, au sens où je viens de le définir, puisqu'on peut se paxer avec quelqu'un, bon, on peut même se paxer avec quelqu'un qu'on n'aime pas ou qui ne nous attire pas. Il y a des pax qui sont des arrangements financiers, par exemple, etc. Au contraire, le pax peut être moyen de faire un couple pour symboliser quelque chose qui ne va pas jusqu'au mariage, mais qui a déjà dépassé l'union libre. En fait, je veux dire, il y a des tas de manières de vivre ces nouvelles institutions donc, qui nous sont proposées. Alors, ce que tu dis, c'est ce qu'il y aurait de commun, finalement, donc au couple, toi, tel que tu les définis, au couple, donc tel que je viens de les définir, ce serait finalement, disons, la question de l'intimité. Le problème, c'est que les enfants ne choisissent pas leurs parents. Et les frères ne choisissent pas leur sœur, ou inversement. Moi, il me semble que si on commence par définir le couple par des gens qui ne se sont pas choisis, on peut appeler couple des gens qui ne se sont pas choisis. Oui, c'est bien couple au sens où il y en a deux. Hein, effectivement, on peut dire qu'il y a couple. Mais à ce moment-là, c'est une autre, à ce moment-là, disons, conception du couple. Effectivement. Maintenant, le problème de l'intimité serait commun. Voilà, c'est ce que, d'ailleurs, tu nous as dit. Mais c'est la même chose, par exemple, pour les gens qui ne cohabitent pas, par exemple. Donc, moi, je connais quelqu'un, je ne citerai pas les trop proches, mais qui vit depuis 20 ans avec quelqu'un qui habite à 500 km. Et ils se téléphonent 1 heure à 1 heure et demie par jour. Et ils se voient évidemment, heureusement, physiquement, donc de temps en temps. Et c'est ce que les sociologues appellent les couples fissionnels.
vous avez les couples fusionnels. Les couples fusionnels, c'est ceux qui cohabitent dans le même logement. Et les couples fissionnels qui habitent à des endroits différents. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne s'aime pas quand on habite loin. Alors là, évidemment, l'intimité, il y a des moments où il n'y en a pas, à moins qu'il y a quand même, ça peut être Skype, ça peut être, disons, le téléphone, où là, effectivement, disons, il y a une intimité, disons, qui se recrée. Mais ce n'est pas une intimité de proximité, en tout cas physique, quoi. À moins, corporelle, je vais dire, plutôt que physique, parce que c'est vrai que la voix, c'est aussi quelque part du corps. Hein. Moi, je voudrais dire, quand je parle d'intimité, je parle justement de ce que tu disais tout à l'heure, hein, c'est l'intimité pas simplement physique. Hein. L'intimité, c'est pas du tout, c'est pas du tout que la brosse à dents. Hein. C'est pas du tout ça. Hein. C'est vraiment l'intimité autre. Hein. Oui, c'est l'histoire, enfin, toute l'intimité. Le dernier café philo que j'ai animé, c'était sur qu'est-ce que l'intimité, hein, il y a quelques jours. Et c'est vrai que ce qu'on avait dit, c'était que l'intimité, c'est quelque chose qui suppose une proximité, disons, très forte quelque part entre les gens, où chacun est un peu, disons, dans la bulle de l'autre. Et ce qui va poser problème dans le couple, au sens, disons, où je l'ai défini, c'est le fait que cette intimité étant très grande, c'est là où les agacements peuvent être, disons, les plus forts. Parce que c'est là où on touche au plus près à la bulle, quelque part, disons, de l'individu. Oui, est-ce que justement là, il n'y aurait pas un enjeu nouveau dans le couple? C'est-à-dire que si on veut préserver sa bulle, on empêche la création, il n'y a pas de procréation s'il n'y a pas justement une pénétration de la bulle féminine par on va dire, le masculin. Et donc pour rejoindre cette notion de construction, mais d'aller encore un pas plus loin, c'est-à-dire pouvoir se créer réellement, c'est-à-dire se changer, se faire changer par l'autre, et donc accepter de perdre, alors soit de perdre un peu de liberté, de perdre un peu de pouvoir, de perdre certaines choses, mais de gagner énormément, parce que pour rejoindre cette notion du jeu plus jeu fait nous, un homme et une femme font un enfant qui est quelque chose qui les dépasse et qui va être complètement nouveau, et dans l'acceptation de se faire un petit peu justement modifier et vraiment profondément changer par l'autre, il y a peut-être un enjeu qui cette fois-ci serait librement consenti. Je pense surtout aux nouvelles générations, alors qu'avant on restait et on acceptait parce qu'on était obligé. Mais rester et accepter, donc pas du tout dans le sens de tenir comme un fardeau, mais comme au contraire un enjeu de dépassement de soi et de création possible d'une nouvelle personnalité. Et alors en allant un petit peu plus loin, sans savoir peut-être qu'on a choisi celui-là parce qu'il correspondait à ça. Et donc, il y avait quelque chose qui se découvre au fur et à mesure et qui peut être une révélation totale. Et ça pourrait être un enjeu vraiment, s'il est pris dès le départ consciemment, révolutionnaire dans l'idée du couple, à la fois librement consenti, mais qui consent déjà à perdre certaines libertés. L'idée de la fécondation mutuelle, finalement, sans parler de l'enfant, hein, l'idée de la fécondation mutuelle à l'intérieur du couple, moi, me semble, disons, très, très intéressante. C'est-à-dire penser que l'autre, c'est dans le rapport à l'altérité, c'est très intéressant, et ça rejoint un petit peu l'idée de la construction, l'autre de mettre quelque part, disons, de construire moi-même, c'est-à-dire qu'il y aurait finalement, disons, dans le couple, la possibilité d'être quelque part, disons, fécondé, en prenant cette métaphore, disons, qui est intéressante, qui serait un facteur, disons, de transformation profonde de l'individu, alors même presque jusqu'à la révélation, hein, l'autre me permettant vraiment, quelque part, disons, de me révéler moi-même. Alors, c'est intéressant de voir dans quelle mesure l'amour correspondrait aussi à cette définition, dès lors qu'il n'est plus pris comme le coup de foudre, voilà, donc qui nous tombe un peu dessus, donc qui est souvent, on le sait, très éphémère, disons, passager, mais qu'il se désidéalise, je dirais peut-être, disons, un petit peu comme ça, pour être au plus près de la réalité de l'autre et de ce qu'il peut m'apporter. C'est-à-dire que si on touchait dans l'autre, quelque part, un peu le principe, disons, de réalité de ce qu'il est,
finalement, disons, dans sa différence, peut-être on réaliserait à quel point la différence peut m'enrichir. Ce serait ça qui serait intéressant dans cette idée. Oui, je voulais remettre en question un peu l'idée de la liberté, du libre choix. Alors maintenant on dit les mariages ne sont plus arrangés, donc on est libre. Mais je crois quand même qu'il ne faut pas trop se leurrer sur cette liberté complète. On est quand même déterminé par tout un tas de choses, par notre histoire, par la position sociale dans laquelle on est. Enfin bon, il y a une foule de déterminismes. Donc il ne faut quand même pas survaloriser l'idée de liberté, d'une part. Puis on sait bien qu'en général, quand on fait plusieurs expériences, on répète aussi plusieurs fois les mêmes erreurs. Donc ça veut dire qu'on est déterminé par un certain nombre de choses qui font qu'on va refaire la même chose. Et puis je voulais reprendre la question de l'intimité. L'intimité, alors, résonne plus dans le couple qui a une relation sexuelle. Il y a tout un jeu entre une intimité qui est très grande, qui va jusqu'à la pénétration du physique, et puis après, cette intimité qu'on doit reprendre pour soi. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est dans l'intimité de quelqu'un, dans la proximité de quelqu'un, qu'on n'a pas une intimité à soi. Et que celle-là, alors bon, tu parlais de bulles, tout ça, mais le problème, c'est de savoir comment on peut passer d'une intimité à deux à une intimité propre. Et il ne faut pas... Enfin, on n'a pas le droit d'annuler cette intimité propre. Alors, il y a une chose, par exemple, qui me choque. Il y a beaucoup de couples qui vont chez le médecin en couple. Et je ne trouve pas que ce soit une chose évidente. Parce que quand on va voir le médecin, peut-être qu'on a des choses à lui dire qui n'appartiennent qu'à soi-même. Et voilà, alors bon, si c'est par des corps aux pieds, je crois que c'est pas trop un problème. Mais il peut y avoir des moments où ça pourrait être un problème. Sur la question de la liberté, tu as raison certainement de relativiser la question disons, de la liberté. On s'aperçoit par exemple que la mixité sociale, c'est-à-dire le fait que des gens appartenant à des classes sociales différentes, la mixité sociale, disons, des couples est très relative. Il y a un certain nombre de problèmes qui sont encore posés, par exemple pour les mixités, disons, religieuses. Donc ça c'est important aussi. La mixité devient plus importante parce qu'il y a une fluidité plus grande dans nos sociétés démocratiques que ce qu'elle fut avant, mais il reste quand même de solides repères, si vous voulez, concernant disons, les classes sociales, par exemple, disons, les contraintes ou les obligations disons, religieuses qui, dans certaines familles, sont encore quand même très importantes. Donc il faut relativiser, disons, quelque part, disons, cette liberté, mais il me semble que c'est quand même une caractéristique du couple contemporain de s'établir quand même sur le principe d'une certaine, disons, liberté. Même si cette liberté n'est pas absolue, si elle est conditionnée donc socialement, religieusement, bon, par d'autres, par l'orientation sexuelle, etc., donc certainement, disons aussi, mais quand même, il y a quand même l'idée d'être d'accord avec. Voilà, je suis d'accord pour vivre. Et non seulement je suis d'accord, mais j'en ai envie. Et donc ça se fait bien sur la base quelque part d'un désir. Alors, peut-être qu'il ne faut pas confondre philosophiquement le désir quelque part et la liberté. Là, il y aurait une distinction conceptuelle importante, disons, à faire. Mais quand même, quoi. Je pense que c'est quand même... ce qui fait la fragilité du couple, c'est que précisément, donc, on dit on n'est plus d'accord, parce qu'on nous a donné quand même la possibilité de dire « je suis d'accord ». Et donc le non, quelque part, il vient après un oui. C'est parce qu'il y a un oui qu'il peut y avoir un non dans ce cas-là. Même si c'est difficile, on l'a vu, disons, quelque part, de se séparer. Alors, ce que tu dis, par exemple, sur l'intimité, moi, me semble extrêmement intéressant. Et ça montre que l'individu, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a une zone qui n'est qu'à lui, quelque part. Une intimité, ce que tu appelles une intimité, peut-être, disons, personnelle. Et tout le problème, c'est comment je vais conjuguer mon intimité personnelle avec ce qui va être, disons, une intimité de couple. Alors, ce qui est curieux, c'est que tu plaçais ça au niveau de l'éthique. C'est-à-dire, tu as l'air de dire,
je dois, comme si c'était, disons, un devoir, préserver quelque part mon intimité personnelle. Peut-être à un moment donné. Parce que c'est la façon d'échapper, le mot a été pour la première fois prononcé tout à l'heure, à des relations de pouvoir. Le gros problème à l'intérieur du couple, c'est qu'il peut y avoir des relations de pouvoir. Et il y a une relation aussi entre le désir quelque part et le pouvoir. Il y a une grande tendance dans la société moderne, qui est une société qui sont, disons, démocratique, à une aspiration à l'égalité. Et égalité à l'intérieur du couple, notamment égalité entre l'homme, disons, et la femme. Et le problème de l'égalité à l'intérieur du couple pose le problème, disons, du pouvoir. Parce que dès qu'il va y avoir un qui a un certain pouvoir sur l'autre, on enfreint à ce moment-là, disons, le principe, quelque part, disons, de l'égalité. Et tout le problème, c'est comment on peut se mettre soi-même dans une dépendance, par affection, par attirance, par désir, etc., tout en ne se laissant pas dominer, quelque part, par l'autre. C'est-à-dire comment on peut vivre le couple sans des rapports, finalement, disons, de domination. Ça, c'est un gros problème aussi, parce que souvent on part, parce qu'on se sent aussi, non pas simplement parce qu'il n'y a pas d'affection, mais parce qu'on se sent dominé, parce qu'on se sent, voilà, pas bien, parce que finalement on pense que l'autre a trop de pouvoir sur nous, quoi. De pouvoir mental, c'est peut-être de pouvoir physique, quoi. Excusez-moi. Bon, on a encore 5 ou 10 minutes et puis il faut arrêter. On y passerait toute la nuit, là. Bonjour, excusez-moi. Le couple Sartre-Beauvoir m'a toujours fasciné par leur complicité intellectuelle. Et je voulais savoir ce que vous pensez de ce couple Simone de Beauvoir et Sartre, et qui, à l'heure actuelle, me semble ne plus exister et qui pourrait encore exister et pourrait être fécond et plein d'espoir. C'est-à-dire qu'il faut bien replacer finalement dans son époque la problématique de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir. Ils vivaient donc en union libre, disons clairement, bon, voilà, et en s'étant laissé chacun le maximum, disons, de liberté, tout en s'influençant profondément, disons, au niveau disons, intellectuel. Mais Sartre avait beaucoup de relations, etc. Le Castor aussi, il y en avait d'autres, etc. Donc, et ils ont énormément, disons, scandalisé à l'époque, parce que nous sommes à l'époque où le mariage, donc pendant la Seconde Guerre mondiale et après, est encore le modèle, disons, dominant. Et ils ont absolument, disons, scandalisé. C'est-à-dire que l'union libre, qui est une des modalités du couple actuel, qui nous paraît très, très naturelle, donc très répandue, en tout cas, ou, voilà, normalisée, quoi, disons, un petit peu, même si elle n'est pas dominante encore. Donc, ce qui était intéressant, c'était leur caractère un petit peu donc avant-coureur. C'est-à-dire qu'ils avaient essayé d'inventer un couple qui vraiment laisserait à l'autre totalement, disons, quelque part, disons, sa liberté. Et ça, pour l'époque, c'était incroyable, quoi. Parce que pendant très 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 longtemps, ce qui a fait éclater le couple, c'était l'infidélité. Et pendant très longtemps, le droit prononçait le divorce en faveur de celui qui avait été trompé, quoi. Donc, à partir du moment où l'infidélité, si vous voulez, donc on va dire, est devenue une pratique, disons, courante, et dans un certain nombre de cas ne fait pas pour autant éclater le couple, donc on peut dire que Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre ont été vraiment des précurseurs, quoi, des gens qui ont... Alors certains diront que c'est le commencement de la fin, et que finalement, dans une perspective déclinologique, c'est la fin de la famille, c'est la fin, ils n'ont pas eu d'enfants, par exemple, etc. Et que voilà, ils ont donné de mauvais exemples, et d'autres diront que c'était déjà des postmodernes avant l'heure, et que, bon, ben voilà, donc les autres les ont suivis, et que c'était bien comme ça, puisque c'est sur la base de liberté. Voilà. C'est un partage intellectuel. Voilà, je voulais savoir ce que vous pensez d'un couple en crise quand il va aller voir un thérapeute de couple. Est-ce que ça peut sauver un couple? Alors, il y a des psychologues dans la salle qui pourraient bien mieux, disons, répondre à cette question-là. Donc, la question que vous posez, c'est le problème de la gestion de la crise. C'est-à-dire comment, quand on est en crise, donc on peut gérer une crise. Encore faut-il vouloir en sortir. Parce que très souvent, la crise, c'est une bonne chose. Au sens où c'est le moment où quelqu'un prend, finalement, disons, conscience, comme on dit, du fait
qui s'est trompé, que finalement donc c'était pas ce qu'il pensait, etc. Donc qu'il avait été orienté, disons, sur la mauvaise voie. C'est très difficile de savoir, de faire le diagnostic finalement de la crise. Est-ce que la crise c'est une bonne ou c'est une mauvaise chose? Alors dans un des articles que j'ai lus, c'est assez intéressant, ils disent que finalement il n'y a pas de couple sans crise. Que ce soit des petites crises, des moyennes crises, c'est les crises les plus importantes qui sont les plus difficiles finalement à négocier. Mais il n'est pas dit que les petites crises ou les crises moyennes ne renforcent pas le couple. Surtout quand on aura employé, quelqu'un en parlait, la communication, c'est-à-dire qu'on aura parlé, qu'on aura mis un peu les choses, disons, à plat. L'intérêt de la parole, c'est qu'elle permet de mettre des mots sur des affects. Et donc c'est un aspect un peu cathartique, un aspect un petit peu donc libérateur. Alors, certains peuvent le faire à l'intérieur même du couple, d'autres n'y arrivent pas. Vous savez, on se fait des petits mots, etc., parce qu'on arrive à écrire des choses qu'on ne peut pas dire, etc. Et puis, certains n'arrivent pas à gérer la chose entre eux, quoi. Et donc là, le problème de la médiation extérieure est à ce moment, disons, intéressante. Et il y a des tas de thérapies, disons, de couple, ou des thérapies systémiques, ou etc., donc qui existent, disons, à l'heure actuelle. Mais, bon, pourquoi pas, finalement, donc gérer une crise par la médiation, disons, d'un tiers, si ça reconstitue le couple sur des bases qui demeurent solides, au moins, disons, pour un certain temps. Voilà. Mais ça, c'est pas un point de vue de philosophe, ça. Alors là, je suis plus dans la philosophie que je viens de dire ça. Par contre, on pourrait revenir à la philosophie si on réfléchissait sur le concept de médiation. C'est-à-dire, en quoi le tiers, parce que la parole, c'est un tiers. On parlait de communication tout à l'heure. Le fait de se parler, c'est utiliser un outil social qui ne m'appartient pas. Le langage était antérieur, extérieur, disons, à moi, et j'utilise cet outil de communication, disons, sociale, donc j'utilise ce tiers, disons, de la langue, pour rentrer en contact avec quelqu'un. Donc cette question de la médiation est intéressante à ce moment-là, parce que le tiers, c'est toujours le tiers symbolique. Et on a besoin, disons, quelque part, de la symbolisation, disons, des relations. Quand on offre des fleurs, par exemple, à quelqu'un, on utilise finalement, disons, le symbole du don, don contre don, quoi. C'est pour ça qu'on est fâché, par exemple, quand on oublie nos anniversaires, nos fêtes, etc., surtout quand c'est le conjoint. Mais bon, donc on pourrait espérer un peu plus d'attention, n'est-ce pas? Peut-être une ou deux interventions, ou dernière intervention? Oui? Oui, moi j'ai plusieurs réflexions en fait. La première, c'est que dans notre société postmoderne, en fait, par rapport au couple d'aujourd'hui, tel que vous l'écriviez, n'est-ce pas le fait qu'on soit plus conscient de notre individuation, de ce qu'on est en tant qu'individu, et qui fait qu'on a davantage, c'est pas qu'on a peur de l'engagement, mais c'est qu'on est plus conscient qu'on est soi, qu'on est qu'un, par rapport au couple historique du 19e, même avant. Et qu'on ne se dissout pas, en fait, dans la vie, dans le vivre ensemble. Ça, c'était une première réflexion. La deuxième, vous parliez d'égalité du couple. Et moi, ça me renvoie à un livre que j'avais lu de Tchigoyan sur l'éloge de la féminité, qui parlait de complémentarité. Dans les formes, ne serait-ce que dans les formes entre hommes et femmes, mais aujourd'hui, il peut y avoir une complémentarité dans d'autres formes de couple. Et donc, aujourd'hui, peut-être qu'on parle trop d'égalité, et c'est la femme qui parle, mais qu'on oublie aussi, on a tendance à oublier cette notion de complémentarité dans le couple. Alors, tout le problème serait de savoir si cette complémentarité, elle est de nature, je dirais, alors je parle en philosophe, ontologique, parce que la femme est femme et parce que l'homme est homme, et l'homme n'est pas une femme, la femme n'est pas un homme, etc. Et donc ils sont faits parce qu'ils sont différents précisément en nature pour se compléter. Ou bien alors, si on désontologise cette question-là en disant l'homme et la femme, et là je serai dans une analyse au niveau du genre, ce sont des genres sociaux qui ont été culturellement construits, disons dans l'histoire, etc. Comme le disait Simone de Beauvoir, on ne naît pas femme, on le devient, et on le devient, disons, à cause de l'éducation, etc. Et alors il faudrait envisager à ce moment-là la complémentarité un petit peu différente. C'est-à-dire simplement nous sommes deux individus différents. Ne parlons pas de leur sexe, parlons du fait qu'ils sont individués, c'est-à-dire qu'ils sont, voilà, que chacun est soi. Alors, ça c'est un élément, disons, nouveau dans l'histoire de la philosophie, de comment on pense finalement, disons, l'individu aujourd'hui. Et c'est vrai que si l'individu se pense comme, ça c'est de l'analyse de Marcel Cauchy, si l'individu se pense comme séparé, disons, de la société,
Le problème est un problème vraiment beaucoup plus global. C'est-à-dire comment un individu peut faire société. Et les difficultés à l'intérieur du couple ne seraient qu'un cas particulier, finalement, de faire société, disons, les gens avec qui je travaille, faire société en France, dans une société multiculturelle, etc., etc. Donc, je veux dire, à partir du moment où vous posez donc l'individu comme un singulier, unique, insubstituable, disons, irremplaçable, à ce moment-là, il y a un problème au niveau, disons, du lien social. C'est-à-dire que vous le pensez indépendamment du lien, alors que les psychanalystes, par exemple, auraient tendance à penser, ou certains psychologues comme Henri Vallon, par exemple, auraient tendance à penser que l'individu, il est construit par les relations. C'est-à-dire, c'est parce qu'il est construit par les relations qu'il peut, à ce moment-là, rentrer en relation. Mais si vous pensez l'individu complètement coupé de toute relation, il va y avoir le problème de comment un individu peut constituer du lien social. Et c'est bien la situation à laquelle nous sommes confrontés. Ça c'est, vous avez employé le mot postmodernité, c'est le propre, disons, de la postmodernité, que nous avons un individu qui se pense seul, indépendamment de tous les autres. Et c'est ce qui explique qu'il a une difficulté, disons, à vivre en couple, et que c'est un peu la séance de ce soir. On aurait pu parler aussi du vivre ensemble de manière plus globale. On aurait pu parler de qu'est-ce qu'être français, par exemple, disons aujourd'hui, du problème, disons, de l'identité, disons, nationale, etc. Donc, je crois que là, on est au niveau le plus global, si vous voulez, c'est comment un individu peut faire société. Un individu ne peut faire couple que s'il peut faire société plus globalement. Or, actuellement, il y a un problème pour l'individu de faire société. Parce qu'il se pense comme singulier, original, et dès qu'on est singulier, original, on est fondamentalement différent de tous les autres. Or, comment quelqu'un de différent de tous les autres peut rentrer en contact avec d'autres qui réclament aussi leur originalité, leur singularité? Parce que deux individus qui sont originaux et singuliers, ils n'ont plus rien en commun. Donc, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire ensemble? Et c'est ça la difficulté. Ça, c'est la problématique de la postmodernité. Voilà. Bon, écoutez, le sujet n'est pas terminé, mais c'est la... Откройте форточку. Откройте. Не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс.